Donc là, Jean-Marc, la vidéo est enregistrée, je la mettrai sur YouTube et tu pourras la partager si tu as envie, hein. Voilà. Pas de souci pour moi. T'as vu mon fond d'écran? Le bel effort que j'ai J'ai fait? vu, j'ai vu. C'est un logo qui date un peu, mais ça fait rien. J'ai pris la première photo qui me tombait dessus. Bonsoir tout le monde. Salut Frédéric. Salut Stéphane. Salut Yannick. Replay pour moi. Bon, bah tant pis, tu regardes en replay. Salut Sébastien. Bon, bah ça se connecte, c'est bien. Salut, salut. Salut Harold. Bonjour Frédéric. C'est bien. Bonjour Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Cédric Durov, qui participe beaucoup sur le récif. Je te Ouais, laisse dire ouais, bonjour à tout le monde. t'inquiète pas, J'ai le cœur. je gère pour l'instant. Bonsoir, bonsoir. Donc, on y va. Allez. Jean-Marc nous fait le plaisir d'être sur le récif en exclusivité. Il est très, très rare en vidéo live sur Facebook. On peut même dire que tu y es jamais, hein, Jean-Marc. C'est tout à fait ce que je disais. Je t'ai promis qu'un jour tu serais le premier. Eh bien, voilà, j'ai Eh tenu ben, promesse. j'espère que tu es détendu et que tout va bien. Ouais, Euh, ouais, je suis d'un naturel plutôt d'accord. Donc, plein d'allant. On est avec Jean-Marc Schaeffer, le fondateur, dirigeant de Neo 3 société qui fabrique énormément de choses pour nos bacs, du PHMET au réacteur en passant par quoi? Par plein de trucs. Enfin, tu fais plein de trucs. Est-ce que tu peux Ouais, nous par- Ouais, je fais beaucoup de choses qui nous servent. ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ta société? Donc, tu l'as fondée en 2007, hein, c'est ça? J'ai fondé cette société en 2007. Euh, cette fondation, en fait, elle est un petit peu due au hasard des choses. Historiquement, je suis rentré dans le monde de l'aquariophilie il y a une vingtaine d'années, un peu par hasard, par le biais de ma fille qui un jour a vu un poisson vanifraise, ou c'est à l'époque comme ça qu'on les appelait, dans une animalerie. Et puis, j'avais aucune attirance particulière pour le monde de l'aquariophilie ou pour les poissons. Et puis, je lui ai dit, bah, écoute, on va demander au vendeur, on va acheter un petit aquarium, puis on va mettre ce poisson dedans. Je n'avais même pas imaginé que ça puisse être de l'eau de mer. Et puis, le vendeur m'a dit, bah voilà, c'est de l'eau de mer, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, il faut faire un peu attention à un certain nombre de choses. Et puis, il faut un bac d'un certain volume. Et puis, plus il parlait, plus il m'expliquait que c'était un peu compliqué. Et plus il me disait que c'était compliqué, bah, plus ça commençait à attiser ma curiosité. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde de l'aquariophilie marine. D'accord. Et puis, c'était aussi les débuts d'Internet grand public, et puis des pages perso, et puis ces choses-là. Et j'ai décidé de partager mon expérience de mise en route de ce premier petit aquarium. Et puis, assez rapidement, je me suis intéressé au coraux et puis à ces choses-là. Et je me suis posé comme challenge, mais c'est un challenge perso, hein, de me faire un petit bac de 60 litres, il faisait, ou 80 litres, je ne sais plus, avec des coraux. Et évidemment, tous les gens qui faisaient un peu d'eau de mer à l'époque me disaient tous, bah, de toute façon, tu n'arriveras à tenir rien du tout. Et puis, de toute façon, il n'y a rien qui existe pour ces bacs-là. On était à l'époque avec des écumeurs, un morceau de bois de tilleul et puis une Ouais, pompe ouais. à air. Et tout ça m'a fait regarder d'un peu plus près ce qui pouvait être imaginé, de chercher un peu sur les informations qu'on trouvait à l'époque, un petit peu aux États-Unis, un petit peu chez les Allemands. J'ai la chance d'être à la fois anglophone et germanophone, donc ça aide. Et puis j'ai commencé à bricoler un certain nombre de choses parce qu'on ne trouvait pas tant de choses que ça à acheter à l'époque, à part le vivant, et puis quelques petits articles. Et puis, j'ai décidé de faire, aujourd'hui, on appellerait ça un blog. À l'époque, c'était des pages perso, ou un site perso, où j'écrivais des articles
pour permettre à d'autres de suivre le même chemin que celui que j'étais en train de suivre. Comment il s'appelait ton blog, Jean-Marc? Il s'appelle jmsnat.free.fr et il est toujours en ligne. Ouais. Je mettrai le lien ou je te transmettrai le lien. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tout y est encore. Et puis, assez rapidement, j'ai été contacté par Aquarium Magazine. D'abord, le récifal à la maison. L'Aquarium à la maison, pardon. Magazine qui aujourd'hui renaît de ses cendres. Et puis, Grâce à Sébastien on a Ruot. vu les articles que vous écrivez, on cherche toujours des rédacteurs. Est-ce que ça vous intéresserait pas, ma foi, d'écrire quelques articles pour nous? Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à écrire quelques articles dans l'Aquarium à la maison, puis ensuite dans Aquarium Magazine. J'ai dû écrire une quinzaine d'articles qui étaient tous des articles techniques. Comment fabriquer ci, fabriquer ça ou fabriquer autre chose. Et à l'époque, j'ai publié des plans pour des réacteurs à hydroxyde, des réacteurs à calcaire, mais beaucoup plus loin aussi, j'avais fait, et c'était le premier montage électronique en fait que j'avais fait, un pulseur de pompe, puisque à l'époque, toutes les pompes qu'on connaît aujourd'hui de brassage avec la variation de vitesse n'existaient pas. Et j'avais développé un petit circuit électronique, puisque je suis de formation technique, un petit circuit électronique qui permettait en fait de faire la variation de vitesse et puis des cycles de fonctionnement sur les pompes. Et j'avais écrit un article qui permettait à chacun de se recréer exactement ce produit-là en partant du circuit imprimé jusqu'à obtenir le résultat final fonctionnel. J'avais publié ça sur mon site perso, puis après on avait republié ça, ou réécrit ça dans Aquarium Magazine. Et moi, je proposais juste en fait de faire le circuit imprimé parce qu'il y avait un peu de gravure à faire. Je vendais ça 3 francs 6 sous, 5 euros, 6, pardon, c'était des francs à l'époque, 5 francs ou 8 francs le PCB, de sorte à ce que les gens puissent bricoler ça eux-mêmes. J'avais mis toutes les références des composants, et puis tout le monde pouvait simplement, en suivant pas à pas l'article que j'avais écrit, se fabriquer ce pulseur de pompe, et que j'ai fait évoluer en une première, deuxième et puis troisième version après, où j'ai rajouté des fonctionnalités de contrôle de niveau, de gestion de réacteurs à calcaire, etc. C'était un... non, je ne vais pas le dire, mais c'était un Apex avant l'Apex. Un Apex avant l'heure. Ouais. J'ai pas la prétention du tout de me comparer à ces gens-là. Mais c'était pas connecté à un smartphone. Non, c'était absolument pas connecté. C'était dans une boîte plexo grise en plastique. Et puis c'était ce que font aujourd'hui des gens comme Aquamoon ou des gens comme ça avec l'électronique digitale, sauf qu'à l'époque, c'était l'analogique. Et puis, c'était très fiable. J'ai encore un client qui l'utilise. Ouais. Il l'a fait en 2007. Ouais, il y a Hervé Widmer là. En 2007, c'était avant Néo. Ouais, et il l'utilise toujours. Hervé Widmer, un Alsacien, encore un Alsacien. Il a mis le lien, il a mis le lien de ton blog. Merci Hervé. Et puis du coup, donc j'ai écrit ces articles. Et puis en 2007, je recevais entre 20 et 50 mails par mois de gens qui me demandaient est-ce que je peux leur fabriquer ci, leur fabriquer ça, leur fabriquer autre chose. Et puis je n'avais pas du tout l'intention de commencer à me lancer dans le négoce ou dans quoi que ce soit d'autre. Mais je suis, comme beaucoup le savent, alsacien, et les Alsaciens sont assez droits dans leurs bottes. Et j'ai décidé, je me suis dit, voilà, si j'ai de la demande dans ce sens-là, si je fais quelque chose, j'essaie de le faire le plus efficacement possible. Et puis, j'ai monté une structure qui permet effectivement de partager ces choses-là et puis éventuellement ensuite de les commercialiser avec toujours la finalité pour le plus grand nombre de pouvoir les utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout l'intention initiale d'en faire un business lucratif ou je ne sais quoi. C'était vraiment pour faire avancer notre petite passion. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. Et puis, j'ai rencontré à cette époque-là aussi, parce que je faisais partie d'un club d'aquariophilie, dont je suis aujourd'hui encore vice-président, même si les choses sont très, 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 très au repos. J'ai rencontré Jean-Luc Fritsch, que beaucoup connaissent aussi. Jean-Luc Fritsch, c'est la personne qui a créé, qui tient aujourd'hui les produits Tridacna. Et puis, on s'était posé la question d'ouvrir ensemble cette entreprise. Et je suis issu d'une famille de banquiers, et puis les banquiers sont des gens assez prudents. Et puis, tout le monde me faisait la même remarque en disant, écoute, si tu veux que ça dure dans le temps, chacun mène sa barque. Et c'était aussi ma vision.
Et puis, j'ai dit, ben, si tu veux qu'on fasse quelque chose, Jean-Luc, eh ben, on va le faire, mais chacun de notre côté, et puis on travaillera en partenariat si ça te convient. Et on avait posé les jalons de la manière suivante. On avait dit, voilà, toi, tu t'occupes de la chimie parce que c'était son savoir-faire, et moi, je m'occupe de la partie technique, les produits, les développements. Et puis, tu commercialises tes produits chimiques sur ta plateforme, et moi, je commercialise les produits que moi, je développe sur la mienne. Et j'ai bien fait de faire comme ça, parce qu'aujourd'hui encore, on ne s'est jamais engueulé, et puis on Et fonctionne comme ça. vous êtes tous les deux bien vivants. On est à la fois bien vivant, et puis on est à la fois toujours avec des relations très cordiales. C'est génial. Alors même si aujourd'hui, effectivement, je propose quelques produits chimiques, on évoquera la chose après, ça a été fait aussi en toute connaissance de cause et en toute franchise avec Jean-Luc, parce que j'estime qu'il n'y a pas de raison de faire un petit dans le dos, ce n'est pas ma façon de voir et ce n'est pas ma vision des choses. Tout ça pour dire qu'en 2007, je suis allé voir la Chambre de commerce et d'industrie ici du côté de Mulhouse, en Alsace. Je connaissais le président et puis je lui ai expliqué un peu mon projet et la réponse a été, écoute Jean-Marc, ne t'emmerde pas à créer une entreprise, reste dans le fond de ton garage et continue de bricoler dans le fond de ton garage. Voilà la réponse qui m'a été faite. Ah oui. Mais comme j'avais quand même l'idée d'essayer de faire les choses correctement, j'ai quand même franchi le pas, j'ai monté cette boîte avec les 3 lignes de conduite qui sont toujours encore d'actualité aujourd'hui. À savoir que je ne dépends pas économiquement de cette entreprise, donc je ne vis pas de Néo3+. J'en suis le gérant, je suis le fondateur de cette entreprise et c'est moi qui développe les produits, seul ou en collaboration avec d'autres personnes. Mais je n'en vis pas. J'ai une activité professionnelle qui me satisfait pleinement. Et si j'ai voulu ne pas dépendre économiquement de cette entreprise, c'est parce que ça me laisse le champ libre pour m'amuser avec. Et quand je dis m'amuser avec, ça veut dire faire des investissements qui ne sont pas forcément des investissements rentables à très court terme, voire rentables tout court, mais qui permettent effectivement de faire avancer les choses. Et il y en a eu l'un ou l'autre comme ça depuis 2007 qui ont été plus ou moins rentables ou plutôt moins ou plutôt plus. Ça dépend un petit peu de ce qui a été fait. Mais en tout cas, la volonté, c'était de ne pas en dépendre économiquement. La deuxième ligne de conduite, c'était d'être le plus innovant possible dans ce qu'on fait. Parce que le premier produit que j'ai fabriqué et que j'ai commercialisé au travers de Néo, ça a été des pompes doseuses. Et à l'époque, il n'y a que Grotech qui faisait ça. Et puis, Néo3+ est arrivé derrière avec un certain nombre d'innovations Et donc, sur les pompes doseuses. Tu as un partenariat avec une usine. Comment tu fais fabriquer tes trucs? Non, je développe, je fais tout ce qui est tout ce qui est essai, tout ce qui est process de validation. Et puis ensuite, je travaille exclusivement en co-traitance avec des petites entreprises, quand je dis petites entreprises, des PME locales, qui me développent en fait les séries. Alors, c'est des séries de 50, 100, 500 pièces, ça dépend du type de produit. Et ensuite, on récupère ces séries qui sont fabriquées donc en co-traitance locale et elles sont commercialisées ensuite au travers de la plateforme de vente en ligne de Néo3+. Et ça, c'est le job de madame, puisque c'est elle qui gère en fait cette partie gestion des commandes, expédition, etc. Et heureusement qu'elle est là parce que sincèrement, seul, je n'y arriverai de loin pas. Et puis, j'ai embauché un peu plus récemment une deuxième personne pour la suppléer dans cette tâche-là. Et puis aussi, pour amener un petit peu de marketing et puis un petit peu d'image. Alors, ça, pour l'instant, ça ne s'est pas vu parce que c'est en train de se mettre en place. Mais ce sera vraiment l'objet avec le SmartXCon qui est le sujet du moment chez nous. Ouais, on va en parler, j'espère Et puis longtemps. ensuite, je travaille souvent avec j'ai 3 ingénieurs avec qui je bosse de façon très, très régulière, où on travaille en partenariat sur des projets, où j'écris un cahier des charges, et puis quand je n'ai pas la compétence de faire, eh bien, je délègue cette compétence à ces ingénieurs-là, qui me font la partie développement. Et puis ensuite, on valide les prototypes, on valide les essais, on valide tout ça. Souvent, je fais valider ensuite sur le terrain par des aquariophiles locaux. Et puis ensuite, eh bien, rebelote, on repart chez nos sous-traitants qui nous fabriquent tout ça. Faut un petit peu imaginer que tout ce qui est électronique et tout ce qu'on commercialise et tout ce qui est électronique, c'est fabriqué à moins de 30 km de chez moi. Ce qui est pour moi une vraie réussite. Parce qu'aujourd'hui, aller chercher dans les rizières, c'est facile. Faire fabriquer en local, ça l'aide beaucoup moins. Ouais. Mais c'était en fait la volonté de ma 3e ligne de conduite d'entreprise, d'essayer d'être le plus local possible dans tout ce que je fais. Je parlais d'innovation tout à l'heure.
en 2008, la chambre de commerce qui m'avait dit de rester dans mon garage est revenue me voir et m'a dit voilà, monsieur Schaeffer, on a regardé un peu votre système de petites pompes doseuses. Là, c'est assez intéressant, c'est assez innovant. Est-ce que vous avez entendu parler du projet Alsace Innovation? Alsace Innovation, c'est un concours d'entreprise sur l'ensemble de la région Alsace à l'époque, où on présentait effectivement des produits. Et il y a eu 180 dossiers déposés. Et on a fini sur la troisième place avec notre petite pompe de dosage. C'est beau. Sur 180 projets innovants, c'était, ouais, pour moi, c'est une belle réussite aussi. Je ne l'ai jamais utilisé en tant que commerce ou en tant que volonté d'en parler, mais c'est une satisfaction personnelle. Alors, mon moteur là-dedans, parce que si effectivement mon moteur n'est pas exclusivement économique ou loin d'être économique, ben, mon moteur, c'est d'avoir un jour une idée et puis d'arriver à concrétiser cette idée dans un produit, de fabriquer ensuite ce produit et de faire que ce produit, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, on l'a distribué dans 17 pays autour de la planète. Ouais. Aujourd'hui, il y a 17 pays autour de la planète qui ont des pompes doseuses de chez nous. Et puis, des fois, ça part très, très loin de l'aquariophilie. J'ai commercialisé des pompes doseuses au CERN à Genève, hein, l'accélérateur de particules. Il m'arrive aussi d'équiper l'IFREMER, il m'arrive d'équiper la SNCF dans des projets qui sont totalement hors de l'aquariophilie, qui se servent de ces pompes de dosage dans les rames de nettoyage, enfin dans les tunnels de nettoyage des rames TGV. Donc, vous voyez, c'est comme quoi ça mène à tout. Ouais. Et pourquoi ils ont choisi ces petites pompes doseuses? Parce qu'ils ont dit, ben, c'est extrêmement astucieux d'avoir imaginé de mettre ces pompes doseuses sur le contenant. Ça nous évite de nous envoyer les crayons avec les petits tubings de partout qu'on arrachait systématiquement et qui tenaient quelques semaines et puis il fallait tout jeter. Et puis des choses plus surprenantes encore. J'ai aujourd'hui une société qui s'appelle Sous les fraises, qui est peut-être connue des uns des autres, qui sont des gens qui développent des jardins sur les toitures parisiennes, pardon, et qui développent également des solutions d'aquaponie et puis de choses comme ça, qui utilisent nos pompes doseuses dans ces projets-là. J'ai des projets d'aquaponie qui tournent avec ces pompes doseuses, etc. Donc un des produits phares de Neo 3 Plus, c'est les pompes doseuses, si je comprends bien. Ben, le début de l'histoire, c'est clairement le digidoseur et les pompes de dosage. J'ai toujours souhaité également garder une certaine logique technique, c'est-à-dire que l'ensemble de ce que je fabrique et puis de ce que je commercialise, j'essaye de le faire avec des produits qui sont plutôt très qualitatifs. Aujourd'hui encore, hein, les pompes doseuses chez nous sont des pompes allemandes. Ça fait depuis 2007 que je travaille avec ces pompes-là. C'est Thomas Rietschel, il n'y a pas de secret derrière, il suffit d'ouvrir la pompe, c'est marqué dessus. J'ai jamais. C'est faux. J'ai cédé une fois aux sirènes de l'Asie et j'ai fait fabriquer un jour une série de pompes. Là encore, j'ai fait fabriquer ces pompes en Asie. On les a fait valider. Tout ça, ça s'est super bien passé jusqu'à ce qu'ils m'envoient la série complète. Et quand la série complète est arrivée, j'en ai changé 80%. Ah ouais. 80% des pompes qu'on a vendues, il devait y avoir à peu près 120 ou 150 pompes. Je les ai remplacées. Gracieusement, parce que c'était aussi ma vision des choses. On s'est fait avoir et on n'a pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Et puis on a assumé. Et donc, on a changé ses pompes, on est repassé sur les pompes allemandes. Et aujourd'hui, c'est toujours encore Thomas Rietschel qui nous équipe. Là, quand j'écoute la naissance de ta société, je pense à un garçon qui démarre la sienne actuellement, Alexandre Ducart, qui vient de créer Turtle System. Turtle System, c'est ça. Et qui, pareil, fabrique en France, commence par une espèce d'artisanat, mais qui est amené à se développer. Et j'ai l'impression que le parcours va être similaire. En tout cas, c'est ce que je souhaite. C'est exactement la réflexion que je me suis fait. Je ne le connais pas plus que ça, mais j'ai vu effectivement quelques-uns de ces produits très récemment et je ressens cette même énergie. Et je dois dire que c'est très, très plaisant. Ouais, et l'histoire de Néo, ça m'a fait penser tout de suite au démarrage d'Alexandre. Il y a vraiment une similitude et bon, ben,
il y a de la place pour tout le monde et vous n'êtes pas sur le même créneau et chacun fait de la qualité. Euh, on en était où, Jean-Marc? Là, j'ai perdu le fil du coup, moi. Voilà, on était en train de raconter un petit peu l'histoire des débuts. Donc, bon, donc les débuts, c'est bon. Donc maintenant, donc la société, si je le compte bien, elle a 14 ans là. C'est Tu ça. tu rentres dans ta 15e année. Euh, quels sont les produits que tu vends le plus? Alors, très longtemps, c'était assez disparate parce que je me suis aussi dispersé. J'ai fait un petit peu des réacteurs, un petit peu des choses dans tous les sens, parce que la demande était là et parce que on me le demandait. Je suis en train de recentrer cette activité-là, ou j'ai souhaité recentrer cette activité-là un petit peu, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui savent, enfin, on a pléthore aujourd'hui d'offres en termes de réacteurs, en termes de plasturgie, Ouais. à des coûts qui sont des fois très intéressants, des fois totalement délirants. Et puis, malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'innovation dans ce domaine. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près fait le tour de la question. Euh, et puis, on a tendance aujourd'hui à dériver vers du fluo parce que ça fait bien, mais pas forcément parce que c'est plus efficace. Néo fait pas Et d'éclairage. alors, j'ai jamais fait d'éclairage. Alors, j'ai jamais commercialisé d'éclairage. Il y a 3 ans ou 4 ans de ça, je m'étais mis dans l'idée de faire quelque chose dans ce domaine-là. Et puis, je voyais à la vitesse à laquelle tout ça évoluait. Et je me suis dit, de toute façon, le peu d'équipements qu'on vend par rapport à ce que ça représente comme développement me semble pas pertinent d'aller vers là. Il y a des gens en plus qui se spécialisent là-dedans, qui sont plutôt très très performants, qui font des très très belles choses et qui sont français aussi. Et puis c'est pour ça que j'ai décidé de ne jamais y aller. Moi, mon savoir-faire, c'était effectivement plus la régulation, la gestion, tout ça. Ouais. De la même manière, j'ai jamais souhaité non plus aller vers trop d'automatisme parce que j'ai toujours eu en arrière-pensée que un automate, c'est très très bien jusqu'à ce que le bloc d'alim lâche. Et quand le bloc d'alim lâche, si l'ensemble du vivant est raccroché sur cet automate, eh bien, ça peut aller très rapidement vers la catastrophe. Et il faut dire aussi qu'il y a encore quelques années, la communication n'était pas aussi simple que ça, des appareils vers les humains et des humains vers les C'est appareils. Et vrai, du coup, c'est vrai. effectivement, ce risque-là n'était pas négligeable. Aujourd'hui, le risque s'estompe parce que les produits connectés font que les retours sont rapides et puis les réactions à ce moment-là humaines peuvent aussi le Bah, devenir. on a une vision en temps réel, quoi. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, mais la vraie raison de ce changement-là vers le Smart Xcone, qui est finalement la quintessence de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ramené à un boîtier communicant, merci le Covid. C'est le Covid, en fait, qui a été l'élément déclencheur et par un biais tout à fait détourné. Et en l'occurrence, grâce à ma fille. Alors, vous ne la voyez pas, mais elle est pas loin, elle est juste en face. Ouais, c'est elle qui gère la caméra, hein. C'est elle qui gère la caméra. Enfin, en tout cas, qui fait Il m'a que si semblé jamais ça ne va pas, avant que je passe que je balance ouais, sur Facebook, j'ai vu un beau bonnet, je crois. Elle a un bonnet, non? Ouais. c'est la plus jeune de mes deux filles. J'ai deux filles. C'est la plus jeune de mes deux filles et Chloé, comme ça vous saurez tout. Chloé fait des études en MMI. Et puis, en mars 2020, quelques jours avant le premier confinement, elle devait partir en stage à l'étranger dans une entreprise à la fois de design et puis à la fois d'informatique. Et puis, bien sûr, 3 jours avant de partir, confinement global en Europe. Et puis elle s'est retrouvée un petit peu le cul entre deux chaises. Et alors, je lui ai dit, écoute, Chloé, si tu veux, je te propose de te prendre pour tes 10 semaines de stage. Et puis, j'avais le cahier des charges de ce futur projet depuis longtemps en arrière-plan, mais je n'avais jamais voulu franchir le pas parce que je n'avais pas trouvé les partenaires qui me convenaient pour le développer. Et puis, j'ai dit, voilà, je te donne le cahier des charges, j'essaye de bricoler autour. Elle est toute gênée, vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois.
Et puis, je lui ai dit, voilà, propose-moi quelque chose, propose-moi une interface de communication de ce nouveau projet, exactement comme si c'est un projet qu'on ferait un jour. Et puis, au bout de 10 semaines, elle m'a présenté ce qu'elle a fait. Et j'ai dit, c'est pas acceptable. Alors, bien sûr, c'est le père qui a parlé, mais c'est aussi le chef d'entreprise qui a parlé. C'est pas acceptable d'avoir une qualité de travail comme ça et une réflexion de fond qui a été menée comme ça sans qu'on essaie de l'amener plus loin. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur. Je me suis mis à la recherche d'un second partenaire pour toute la partie front-end, donc un ingénieur qui puisse me faire la partie front-end et la partie électronique embarquée, parce que j'ai clairement également toujours Excuse-moi, c'est quoi la partie front-end? souhaité partir sur de l'électronique développée en nom propre et ne pas utiliser des Raspberry ou autres Arduino, etc., qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment fiables pour la passion qui est la nôtre si la personne n'est pas suffisamment aguerrie pour pouvoir réagir vite si ça ne va pas. Je dis ça parce que j'ai un grand respect pour ce qui est fait par Aquamoon. Je trouve ça sympa parce que ça fait partie aussi de la même logique que ce que j'avais il y a 14 ans. Mais je pense que si une personne ne maîtrise pas un minimum l'informatique et l'électronique, ça peut aller vers des catastrophes. Et au sein du club que j'évoquais tout à l'heure, on a fait des essais dans ce sens-là et tous les informaticiens qui ont bricolé dedans ont tous dit la même chose. Mais écoute, n'essaye pas avec ça parce que ça ne tiendra pas dans le temps. Et donc, j'ai trouvé un ingénieur qui était intéressé par ce projet. Et puis, j'ai aussi décidé de lever les fonds pour le faire parce que tout ça, ce n'est pas juste du bricolage sur le coin de la table, hein, c'est des dizaines de milliers d'euros, hein, ce n'est pas tout à fait rien. Et c'est là où on retombe sur le premier point, la première ligne de conduite de l'entreprise, de dire je ne souhaite pas dépendre économiquement de cette entreprise pour pouvoir faire effectivement ce genre d'investissement. Et je l'ai fait et je suis pour l'instant super satisfait de la manière dont ça a avancé. Écoute, Jean-Marc, peut-être tu peux nous le présenter, ta merveille alors. À quoi ça sert? C'est quoi? Avant de présenter, je voudrais juste faire un petit feedback sur Ouais. d'où ça vient. Là, vous avez comment c'est arrivé, mais un petit feedback sur d'où ça vient. Aujourd'hui, ce Smart XCon, Smart parce que vous avez compris qu'effectivement, c'est dans l'air du temps. XCon pour X pour multi, j'aurais pu l'appeler multi-contrôleur, mais je crois que quelqu'un a déjà utilisé cette terminologie. J'étais à Orchy il y a quelques semaines, à la bourse d'Orchy, la fédération, on avait déjà fait la même remarque avec Sébastien Ruot de Restifan News. Et donc j'ai dit effectivement, Smart XCon, c'est un contrôleur multiple qui soit pilotable à distance. Et ça reprend en fait l'ensemble des fonctionnalités de l'ensemble de ce qu'on a fait jusqu'à présent, à savoir donc le système de dosage, donc le digidoseur hein, que beaucoup connaissent ou certains ont. Et puis ensuite le mélange également vers le régulateur pH, le double régulateur pH, le DigiPH actuel. Tout ça, c'est des produits qui sont super aboutis, qui marchent plutôt très bien, même si de temps en temps, il peut y avoir une connerie à droite ou à gauche, hein, ça peut arriver comme chez tout le monde, mais plutôt fiable dans le temps. L'oscillateur de pompe, le petit contrôleur osmolateur et bien plus encore. Et puis, je me suis dit, voilà, tout ça, il faut essayer de le remettre dans un seul contrôleur. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien, moi, amener de l'innovation dans tout ça. Et donc, ça ne me suffisait pas de dire je reprends tout ce qui existe et puis je le rends pilotable online. Il faut penser plus loin et plus efficace. Et donc, je suis allé voir un peu ce qui se faisait sur le marché aujourd'hui en termes de contrôleurs de ce type-là. Donc, je parlais tout à l'heure d'Apex, mais tous les Aquatronica, GHL et autres. Et puis, je ne suis pas allé voir ce qu'ils faisaient, mais je suis allé plutôt écouter ce qu'en disaient les utilisateurs. Puisque mon but, c'était plutôt de me dire, j'ai eu beaucoup d'échos sur ces produits-là qui sont plutôt à la fois fonctionnels et efficaces, mais j'ai eu aussi beaucoup de choses qui allaient dans un sens un peu différent, à savoir, c'est super bien, super technique, mais super complexe. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus
avec ce type d'équipement, même si on est certain à être parfaitement à l'aise avec ce genre de produit. Il y en a beaucoup qui sont perdus, beaucoup qui m'ont dit au fil des rencontres que j'ai pu avoir, notamment lors des quelques bourses auxquelles j'ai participé, pour justement aller avoir un petit peu le sentiment des utilisateurs ou des futurs utilisateurs de ce genre de produit. Et tous m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, moi, je m'achèterais bien un contrôleur, mais je suis 100% certain de ne pas être capable d'en faire quelque chose. Ouais. Et donc, dans le cahier des charges que j'avais donné à Chloé pour cette partie de pilotage, la partie interface homme-machine, je lui avais demandé à ce que tout soit fait exclusivement de façon graphique. Donc, tout fonctionne exclusivement avec des petites icônes. Et puis, d'avoir une logique de pilotage extrêmement simple, extrêmement intuitive de tout ça. Ça, c'était la première demande. Excuse-moi, Jean-Marc, je te coupe un peu. Les icônes et compagnie, on les a sur un écran de contrôle sur l'appareil ou on les a sur l'application? Aujourd'hui, l'appareil, il ressemblera à ça. Ça, c'est le SmartXCon à venir. D'accord. Chloé me fait signe, il faut que je me rapproche. Donc ouais, d'accord. Bah, je vais l'ouvrir aussi tout de suite, comme ça on voit comment il est fait dedans. C'est super simple. Ok. Il n'y aura donc pas d'écran de contrôle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les écrans de contrôle, c'est le point faible de l'électronique actuelle. Puisque les écrans de contrôle, on sait très bien que ça marche très bien, mais on ne sait pas très bien combien de temps. Dans mon autre activité professionnelle, c'est un sujet auquel on s'attelle beaucoup, à savoir qu'aujourd'hui, ces écrans de contrôle, on sait que ça tient 3, 4, 5 ans sans aucun problème. Et puis, il commence à arriver un petit peu des soucis de tactile, des soucis de choses comme ça. Et c'est pourquoi, dès le début, j'ai dit, je ne veux pas mettre d'écran là-dedans. Je veux que ce boîtier-là soit dans son environnement technique compliqué, humide et chaud. Et je veux qu'on puisse prendre la main depuis n'importe quel autre accès Internet possible. Je ne veux pas que ce soit limitatif avec une application iOS ou Android ou je ne sais quoi, qui change avec chaque version en vie et sens du vent. Donc, on a décidé en fait de faire un serveur et que le client va tout simplement pouvoir se connecter à ce serveur avec un login. Et puis, à partir de ce login, il aura accès en fait à son boîtier de contrôle. Et ça, le login et compagnie, c'est sur abonnement ou c'est… Alors, il n'y aura aucun abonnement sur ce produit. Ce produit, l'idée de ce produit, c'est pas parce qu'on met en place un abonnement, c'est quelque chose qui m'exècre, moi, les abonnements. Non, mais je pose la question en candide. Bon, on me dit, il faut se loguer sur un serveur. Tout de suite, je pense coût mensuel, c'est tout. C'est un réflexe. Non, il n'y a pas de souci. Moi, aujourd'hui, le serveur, c'est plus parce que ça permet effectivement de centraliser et de sauvegarder les informations de façon très, très efficace et de façon très, très, professionnelle. Pour autant, l'idée du boîtier, c'est que le boîtier, en fait, soit totalement autonome en local. Donc, le boîtier va générer, en fait, son propre réseau Wi-Fi. Parce que ça, c'était le deuxième problème. J'évoquais tout à l'heure la problématique de la complexité de programmation. Puis la deuxième problématique, c'était la complexité de prise en main de la connectivité sans fil, de tout ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, moi, je ne veux pas aller vers des trucs où je dois rentrer des numéros d'adresse IP et puis d'ouvrir des ports sur ma box Internet. Je sais à peine comment me souvenir du mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Et donc, ça a été le plus gros challenge que j'ai posé sur l'ingénieur qui s'occupe de cette partie back-end, de lui dire, voilà, moi je veux un boîtier où l'utilisateur alimente le boîtier en électricité et puis le boîtier se débrouille pour se connecter le plus seul possible. Et donc, on est parti sur un boîtier qui va générer son propre réseau Wi-Fi à partir du moment où on alimente le boîtier. Le SmartXCon va générer son réseau Wi-Fi. Le fait de générer son réseau Wi-Fi va faire qu'il est capable de scanner en fait les réseaux qui sont autour de lui
Et puis, il va présenter sur une page extrêmement simple à l'utilisateur les différents réseaux Wi-Fi qu'il a détectés. Et il va demander donc à l'utilisateur de choisir le réseau sur lequel il veut que le smartphone travaille. Et l'utilisateur n'aura qu'à donner en fait son mot de passe de réseau Wi-Fi, forcément, pour que le boîtier puisse se connecter. Et chaque boîtier se connectera de façon totalement individuelle à ce réseau à partir d'un numéro MAC interne qui est un numéro d'identifiant de chaque boîtier. Donc, en fait, maintenant, tout le monde a une box Internet à la maison en principe. C'est-à-dire que le boîtier, on le connecte sur la box Internet de la maison, quoi. Ouais, enfin, on le connecte sur n'importe quel réseau Wi-Fi. C'est-à-dire mais enfin, que tu même la vas pas personne le qui n'a connecter. pas… Tu vas pas le connecter sur le réseau du voisin du dessus ou du voisin du dessous non plus. Hein. Tu n'as pas la clé. Hein. On pourrait imaginer par contre qu'il se connecte par exemple sur son téléphone au moyen de la 4G ou de la 5G à venir, sans qu'il y ait besoin d'avoir une box derrière. Et puis on a également pensé, ça m'est arrivé plusieurs fois, un réseau qui s'écroule. J'ai la chance d'être alimenté en fibre optique et de façon super efficace. Mais j'ai aussi la chance d'avoir un voisin qui, de temps en temps, se promène avec des gros engins et qui va déjà arracher 2 fois le câble de la fibre. Et du coup, si on n'a plus de fibre, on n'a plus d'accès à Internet. Si on n'a plus d'accès à Internet, le boîtier potentiellement serait muet. Et c'est aussi pour ça qu'on a conservé la génération du réseau Wi-Fi à partir du boîtier. Et donc, l'utilisateur pourra toujours se connecter à son boîtier, même s'il n'y a plus de réseau Internet. Ça veut dire avec un téléphone, il se connecte sur le Wi-Fi du boîtier, quoi. C'est ça, sur le Wi-Fi que génère le boîtier. D'accord. Donc ça, c'est la partie connectique. Alors après, la partie fonctionnalité, j'évoquais tout à l'heure d'avoir repris les fonctionnalités Digi, PH, Digi, doseur, etc. etc. Mais j'ai essayé d'ouvrir le champ. Et comment j'ai ouvert le champ? Eh bien, en disant il manque des fonctionnalités à la gamme qu'on a aujourd'hui. Des fois, des fonctionnalités très simples. Je pense par exemple à la gestion de température. La gestion de température, c'est quelque chose qui est très très souvent laissé pour compte, mais qui peut réellement poser un certain nombre de soucis. Soit on se fie effectivement au bilan de la cartouche chauffante et puis un jour ou l'autre la catastrophe arrive. Ou alors on passe par des petits contrôleurs externes et on se retrouve de nouveau avec des câbles partout, des sondes partout, etc. Donc on a intégré de la régulation de température et puis j'ai dit à partir du moment où je régule la température, je peux réguler beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, en natif dans le boîtier, il y aura 16 fonctions disponibles, fonctions de régulation disponibles. 16. 16. C'est quoi 16 fonctions? Qu'est-ce qu'il y a? C'est lesquelles? On a donc les pompes de dosage, évidemment. Ouais. On va avoir également tout ce qui est mélange et pré-mélange de produits. On va avoir de l'osmolation, on va avoir du remplissage de cuves, on va avoir de la régulation de pH, la régulation de redox. Ouais. On va avoir de la régulation de température, de la régulation de densité, de la régulation de conductivité, de la régulation de TDS. On va retrouver 2 canaux d'oscillateurs. On va retrouver de la régulation d'hygrométrie. Alors, l'hygrométrie, on n'en a absolument pas besoin d'un aquariophilie, mais le boîtier est suffisamment ouvert pour pouvoir aller vers d'autres mondes, aquaponie, terrariophilie, etc. Gestion de piscine, par exemple. Et puis ensuite, on va retrouver des fonctionnalités du type programmation. Programmateur, pas programmation, programmateur, mais avec des fonctions de programmateur qui sont très, très spécifiques et qu'on a du mal à trouver. Aujourd'hui, on trouve très facilement des programmateurs journaliers, hebdomadaires, à la seconde, etc. Tout ça, ça le fera. Mais on aura aussi la possibilité de prévoir des actions particulières ou des réactions particulières en cas de coupure de courant. On pourra faire des démarrages retardés. C'est-à-dire le machin, il pourra envoyer un SMS, par exemple? Ça, dans tous les cas. On va venir après à ça, à la partie communication. Et puis, ces programmateurs, on peut aussi les lier à des capteurs de niveau, capteurs de température. Et du coup, on peut avoir, par exemple, un programmateur qui va dire
l'écumeur, par exemple, va tourner sur un programmateur. S'il y a une coupure de courant, on va décaler le redémarrage de l'écumeur d'une heure ou d'une demi-heure. Et tant que le niveau de ce capteur de niveau est supérieur à tel niveau, ben, on ne déclenche pas l'écumeur parce que sinon il va déborder. Donc on a toute une série de choses, mais tout ça se fait de façon à la fois graphique et très très simple à mettre en œuvre. Alors, la partie commande, la partie socle de commande est encore en train d'être durcie, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai présenté un petit peu des choses à droite et à gauche, mais l'aspect final n'est pas encore 100%, 100% sûr. Il y a peut-être encore des choses la programmation, Jean-Marc, la programmation, ça sera en alsacien ou en français? Non, ça. Je peux pas faire ça parce qu'après les Bretons sont perdus. Ouais. Non, parce que moi j'ai eu un Apex. Bon, là j'ai arrêté mon gros bac, j'avais un Apex et les programmations c'était super intuitif. C'était if, temp, sup à tel niveau, zen, shutdown, machin, tu vois. C'était vraiment. Là, tu viens de perdre 60% des clients du monde aquariophile. Pas ceux qu'on retrouve peut-être sur les groupes, ou pas ceux qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'aquariophiles qui sont à la tranche 40, 60 et plus. Et ces gens-là sont souvent des passionnés, qu'on entend très peu souvent, mais sont aussi des gens qui sont très vite perdus. Et en tout cas dans ce domaine-là. Et qui n'ont pas envie d'y aller, qui aimeraient pouvoir y aller, mais qui n'ont pas envie d'y aller. Et c'est à ces gens-là que j'ai pensé quand on a développé la chose. Alors, tu me posais la question des SMS d'alerte, etc. L'ensemble de toutes ces sorties, et je n'ai pas parlé du nombre de sorties, j'ai parlé du nombre de fonctions, il y en avait 16. Il va y avoir sur ce boîtier 8 sorties sur prise jack. Pourquoi prise jack? Parce que j'ai souhaité également que les utilisateurs actuels de nos produits puissent réutiliser les périphériques qu'ils ont. C'est-à-dire que la personne qui a aujourd'hui un digidoseur avec des pompes de dosage de chez nous qu'il a acheté il y a 2 ans, qu'il puisse réutiliser ces pompes-là et les piloter avec le boîtier actuel, enfin le boîtier à venir en tout cas, sans qu'ils soient obligés effectivement de réinvestir dans quelque chose de neuf parce que c'est Orange Fluo, ou parce que ça a changé de connectique, ou parce que je ne sais quoi. Donc j'ai souhaité qu'on ait ce rétrofit possible sur les périphériques, parce qu'on parle toujours aujourd'hui d'écologie et de choses comme ça, ça aussi c'est de l'écologie. D'utiliser ou de permettre de réutiliser au long cours des équipements qui sont fonctionnels, surtout que ces équipements, on essaie de les faire pour qu'ils soient effectivement le plus durables possible et qu'ils soient réparables depuis le début. Jean-Marc, excuse-moi, est-ce que tu es en relation avec des boîtes comme Toons ou autres pour justement la gestion du brassage, par exemple, avec ton boîtier? Alors, c'est une. J'ai été à plusieurs reprises à discuter à bâton rompu de choses comme ça, avec Tude, par exemple, à propos des oscillateurs et puis des pompes de brassage. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'ira pas beaucoup plus loin parce qu'ils ont leur vision des choses et j'ai la mienne. Ils ont leur réseau de distribution et puis j'ai le mien. Et puis surtout, concernant par exemple les pompes de brassage, je pense qu'un automate de gestion, c'est bien, mais il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être raccordées à ce type d'équipement. Aujourd'hui, les pompes de brassage, elles sont toutes équipées avec leurs propres unités de régulation, enfin leurs propres unités de contrôle, qui sont souvent très bien faites et souvent performantes. Il n'y a pas de raison d'y substituer un autre produit juste parce que ça permet de centraliser, d'aller changer une vitesse de rotation du pompe, en sachant très bien que on le fera quand on va l'installer, on le fera dans les 15 jours qui vont suivre, et puis après on n'y touchera plus. De la même manière, pour la partie éclairage, aujourd'hui, je pense que tous les gens qui font de l'éclairage qui tient la route ont leur routine, leur petit soft ou leur petit boîtier de contrôle. Donc, dans un premier temps, je dis bien, dans un premier temps, je n'ai pas souhaité intégrer ça au SmartXCon. Mais le SmartXCon est un produit communicant sur plusieurs niveaux. J'ai évoqué tout à l'heure le Wi-Fi.
Mais ça communique également en Bluetooth et ça communique également en Zigbee. Ça veut dire que tout est possible. On peut imaginer, en fonction de comment tout ça arrivera sur le marché, qu'on puisse proposer une interface à ce boîtier-là qui communiquera sans fil avec le boîtier et puis ensuite sur lequel on pourra raccorder les pompes de brassage ou éventuellement les éclairages. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Je pense aujourd'hui qu'il n'y en a pas besoin parce que je pense qu'aujourd'hui, les grandes marques dans ce domaine-là ont leurs propres équipements qui sont fonctionnels et qui n'ont pas besoin d'être centralisés. Là, j'ai besoin d'une précision. Le boîtier, le Smart X, voilà, il permet de gérer un rack, par exemple. On peut se passer de ton PHmet? Ouais. D'accord. Le Smart XCOM, en fait, je vous ai dit qu'il avait ses 16 fonctions. J'étais en train de dire qu'il avait 8 sorties jack, il a également 5 sorties sur bornier. Et il a également la possibilité de piloter 8 prises commandées sans fil. Parce que, évidemment, l'une des autres problématiques que rencontraient les utilisateurs des produits existants sur le marché, c'était les problèmes de connectique. Alors, soit de la connectique de liaison, soit des problèmes de connectique au niveau des prises de puissance. Et donc, j'ai dit, si je fais quelque chose, j'aimerais bien faire quelque chose où je puisse piloter des prises individuelles sans fil, de façon simple et efficace. Et puis, je suis assez rapidement tombé sur un problème, à savoir, ces prises commandées coûtent relativement cher à faire fabriquer. Une prise comme ça, c'est vite fait à faire fabriquer, je parle, quelque part autour de 15 à 18 $. Si on y rajoute un petit peu de développement et puis un petit peu de stock et puis un petit peu de marge, on est rapidement sur un truc qui est hors de prix. C'est aussi l'autre volonté que j'avais, c'est bien de faire un automate, mais il faut que cet automate il soit aussi susceptible d'être utilisé par le plus grand nombre. Et pour pouvoir être utilisé par le plus grand nombre, il faut, à mon sens, qu'il soit également économiquement viable à l'utilisateur. Alors, c'est une des questions qui va forcément arriver dans la soirée. Combien ça va coûter? Non, j'en ai d'autres. Non, j'en ai d'autres avant. Mais j'ai plein de réponses. Le Smart XCOM, moi, j'ai souhaité à ce qu'il soit économiquement le plus ouvert possible pour le plus grand nombre. Je pense que c'est un boîtier qui sera commercialisé quelque part autour de 300 €. Donc, c'est par rapport à ses fonctionnalités, c'est extrêmement peu cher. Pour en revenir à ces histoires en fait, de prises commandées, j'ai donc essayé d'être astucieux et innovant. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire pour trouver des prises commandées qui soient économiquement pas trop chères, qui soient le plus universelles possible, parce que l'idée aussi, c'est peut-être, pour une fois, de sortir aussi un petit peu des frontières nationales de façon plus efficace que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et puis un jour, je suis allé promener chez Ikea pour je ne sais plus quelle raison, et Ikea fait des petites prises commandées Zigbee avec un petit contrôleur, et ils utilisent un protocole ouvert, et ces prises-là ne coûtent rien. Pour information, une prise commandée chez Ikea, ça vaut de tête 8 €. C'est extrêmement performant, c'est plutôt bien fini. Le seul défaut qu'elles ont, c'est que l'organe de commande est plutôt mal fait. Et ça tombe bien, parce que l'organe de commande, moi, je n'en ai pas besoin. Je ne vais pas demander à mes utilisateurs d'aller acheter un contrôleur chez Ikea. Par contre, ils pourront aller acheter les prises commandées de chez Ikea et les piloter avec le Smart XCOM. Et du coup, une dizaine de prises, ça leur coûtera 80 € ou 8 € pièce. Et ça, c'est aussi savoir être innovant, d'utiliser le marché et le savoir-faire de ce marché-là et de sortir des sentiers battus. J'ai des questions là. Y aura-t-il une gestion du cache possible, analyse et supplémentation? Oui, mais pas tout de suite. Oui, le Smart XCOM a été pensé pour pouvoir recevoir des informations externes. Alors, je vais le dire d'une autre manière. Le Smart XCOM, en fait, on y a intégré une couche d'intelligence artificielle. En tout cas, on l'a prépositionné pour ça. Sachant que pour l'instant, cette intelligence artificielle, on va la laisser dormante, on va la laisser apprendre.
parce que l'intelligence artificielle, elle n'est efficiente que dans 2 cas. Quand elle a suffisamment de données pour pouvoir exploiter ces données, et puis surtout quand on est sûr que les algorithmes qui sont derrière sont suffisamment stables dans le temps. Donc, on a mis une couche d'AI là-dedans, et cette couche d'AI là-dedans, elle va apprendre. Et puis, quand elle aura suffisamment apprise par rapport à ce qu'on en attend, ça nous aura aussi laissé le temps de mettre tout ça correctement sur le marché et puis de développer un Smart Xcone fille ou fils, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui permettra de faire la partie mesure ionique, cache, mais peut-être d'autres. Et puis surtout, avec 2 autres impératifs. Aujourd'hui, les choses qui existent sur le marché fonctionnent toutes sur le même principe, à savoir une variation du pH à partir d'un réactif. Mais il y a une autre voie possible, et cette autre voie, on est en train d'explorer. Et cette autre voie, elle permet quelque chose de très, très intéressant. Elle permet une miniaturisation. Ça veut dire qu'on sera capable, je pense, de faire l'équivalent de ce qu'on trouve aujourd'hui en termes de régulation de pH dans un boîtier qui aura la même taille à peu près que le Smart Xcone, ce qui est quand même très, très petit par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Et puis surtout, on pourra s'affranchir, si tout se passe bien, de la gestion du pH. C'est-à-dire qu'on pourra s'affranchir du fait d'avoir présent dans l'appareil en question une sonde pH qui sert en fait d'indicateur de changement de phase. Pourquoi? Parce que le point faible de tous ces appareils, c'est celui-là, c'est la sonde pH. Cette sonde-là, pour fabriquer des pH mètres depuis 2007, je sais où sont les limites des sondes aujourd'hui et je sais où sont les problèmes rencontrés avec ces sondes. Et clairement, si dans ces appareils, on n'étalonne pas de façon régulière et de façon efficace et qu'on n'entretient pas les sondes de façon régulière et efficace, on peut rapidement se retrouver ennuyé et avec des dérives qui sont plutôt importantes. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu explorer l'autre voie, qui est une Tiens, voie Jean-Marc, tu photochimique. as Aquaboons qui te salue. Hein. Salut. Et c'est donc cette autre voie qu'on est en train d'explorer en parallèle avec le développement du Smart Xcone. Mais ça ne viendra pas en même temps. Je pense que 2022 verra arriver le Smart Xcone. Si tout se passe comme je l'imagine, cette partie-là, gestion automatisation du cache, mais peut-être aussi automatisation d'autres ions, ce sera pour 2023, pas avant. D'accord. Là, j'ai une question, je ne comprends même pas la question, mais je te la pose. Peut-on tropicaliser la carte électronique avec des plastifiants et aérosols spécifiques? Il n'y aura pas besoin de le faire parce que de toute façon, ça sera tropicalisé. J'ai montré tout à l'heure le boîtier ouvert. Je peux le remontrer. Le boîtier ouvert, c'est ça. Et si on regarde le boîtier ouvert, en fait, il n'y a rien dans le boîtier. Rien d'autre que des connecteurs. Toute l'électronique, on l'a placée sur la face cachée de la Lune. Donc de l'autre côté en fait de la carte que je viens de vous montrer là, on a toute la partie électronique embarquée. Et cette partie électronique embarquée sera durcie et tropicalisée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il faut que tout ça, ça puisse continuer d'exister dans un environnement marin et donc relativement électriquement perturbé et soumis à rude épreuve du côté corrosion. Donc, on a pensé à ça. Il n'y aura pas besoin pour l'utilisateur de piquer le vernis à ongles de madame. On l'aura fait pour lui. Ouais, tropicaliser, ça veut dire rendre compatible avec un climat tropical, c'est ça? Tropicaliser, ça veut dire en électronique rendre l'électronique la plus indépendante possible du milieu. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire que le boîtier sera étanche et qu'on pourra prendre et puis le plonger dans la décante. Il y aura une version qui permettra ça, mais ce ne sera pas le Smart Xcone parce que j'ai souhaité quand même conserver un boîtier qui soit relativement petit
ou en tout cas relativement compact, parce que les aquariums sont quand même pas si grands que ça. Hein. Tout le monde n'a pas 3000 litres dans le salon. Et quand il faut commencer à mettre ce genre de choses dans un petit reefer ou dans un petit je sais pas quoi, la place, ça a son importance. Donc, j'ai décidé de rester sur un boîtier ouvert, facile à connecter, mais il y aura un boîtier qui sera à la fois tropicalisé et étanche, non pas pour l'aquariophilie domestique, mais parce que j'ai déjà eu des demandes d'aquarium public et j'ai eu également de la demande dans le monde de l'aquaponie, où on est plutôt à l'extérieur et plutôt dans des situations, cette fois-ci, sujettes aux intempéries sévères. Et on va donc effectivement proposer également un boîtier étanche avec des presses étouffes, etc., etc. Okay. Mais ça fera grimper forcément un peu le prix parce que le casing sera un peu plus cher. Il n'y a pas lieu d'utiliser ce type d'équipement dans un aquarium. Ce boîtier sera disponible quand pour le public? Si tout va bien, on espérait pouvoir le faire encore cette année. Mais il y a plein de raisons qui font qu'on n'y arrivera pas. Et l'une des raisons majeures, c'est qu'en cours de route, j'ai rajouté des fonctionnalités et je parlais tout à l'heure effectivement de cette couche d'AI là, qui a quand même sérieusement compliqué la donne. Donc, je pense que ça se fera sans trop de soucis courant du premier trimestre de l'année prochaine. Alors, ce ne sera pas le 3 janvier, mais ça se fera très probablement courant du premier trimestre. C'est parfait, ça me laisse le temps de monter mon anneau, c'est parfait. On a été également extrêmement prévoyant parce que le marché de l'électronique en ce moment, c'est une catastrophe sans nom. Avec les pénuries, extrêmement difficile d'approvisionner certains composants. Donc, j'ai aujourd'hui de quoi faire une première série d'au moins une centaine de pièces, qu'on va d'ailleurs très probablement commencer à produire avant fin d'année. Pourquoi on ne le commercialisera pas tout de suite? Parce que c'est la partie soft embarquée qui, elle, va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais la partie hardware, normalement, courant du mois de janvier, on aura les boîtiers hardware dans la main, définitif et fonctionnel pour la partie hardware. Et puis, on les distribuera dès que le soft sera suffisamment durci pour pouvoir être distribué. Parce que là encore, je n'aime pas beaucoup mettre sur le marché des choses qui demandent des upgrades toutes les 3 Ah oui, à propos de ça, donc le boîtier il se mettra à jour tout seul. Il y aura des mises à jour totalement, de façon totalement autonome. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on veut partir sur un serveur central. Le serveur central a cet avantage, c'est qu'il permet en fait de pousser un nouveau soft ou une mise à jour de soft automatiquement sur l'ensemble de la flotte des boîtiers, y compris pour le firmware. Donc, il n'y aura pas besoin d'imaginer à un moment ou à un autre d'aller bricoler dans le boîtier pour mettre à jour un truc. Non, ça se fera de façon automatique. Et puis, ça veut dire aussi, et je rebondis sur ce que tu évoquais tout à l'heure à propos d'un abonnement, ça veut dire aussi que s'il y a des améliorations qui sont apportées au boîtier ou des fonctionnalités supplémentaires qui sont apportées au boîtier, tout le monde en bénéficiera toujours. Génial. Il n'y a pas de volonté de ma part de vouloir vendre demain une xème mise à jour pour un quart de lingot d'or. Les mises à jour et les évolutions du produit au niveau soft seront systématiquement proposées aux utilisateurs. Après, libre à eux de les mettre, d'autoriser ou pas la mise à jour, puisqu'il y a des gens qui veulent surtout pas changer un environnement parce que sinon, si on rajoute 3 boutons et 2 fonctions, ils sont perdus. Donc, ils auront la possibilité d'interdire une mise à jour qui serait une mise à jour modifiante pour le soft. Mais toutes les mises à jour techniques se feront de toute façon de façon totalement fantôme pour l'utilisateur. Et puis, les mises à jour produits avec des évolutions de produits, elles, se feront systématiquement pour l'ensemble de la flotte des SmartXCon sur simple validation. Donc là pour j'essaie de synthétiser un peu. Imaginons en février, mars, on achète ton boîtier. Il y a pour regarder les données de l'aquarium, on se connecte sur le serveur, donc une page web. Non, comment on fait? C'est ça. Vous aurez tout simplement
il y aura un site qui sera très probablement smartxcode.com et sur lequel, en fait, vous pourrez vous loguer avec votre identifiant, votre mot de passe. Et là, on aura les données de l'aquarium. À partir de là, vous serez directement connecté à votre boîtier. Vous aurez à la fois la possibilité de modifier toutes les fonctionnalités des différentes fonctions proposées et vous aurez en natif l'ensemble des données des sorties. C'est-à-dire qu'on va monitorer en fait l'ensemble des Voilà, sorties. c'est-à-dire que le mec, il veut voir Toutes les son sorties sont pH, il monitorées. veut voir le pH, le redox, la température, le machin. Tout. Il se log sur le truc, sur le serveur, il a tout. Voilà, c'est ça. Il a tout. Il a tout. D'accord. Et là encore, pour rentrer sur les modifications, on a essayé de rester simple. Et l'interface de communication, la page principale de l'interface de communication, vous avez en fait la vue ouverte du SmartXCode hein, avec les connecteurs. Et il suffit en fait de cliquer sur le connecteur qu'on souhaite paramétrer pour accéder à ce connecteur. Et c'est ça la grande nouveauté aussi de cet appareil-là. Ben, chacune des sorties pourra recevoir au choix chacune des 16 fonctions disponibles. Ah oui. C'est-à-dire que la personne qui a besoin d'avoir 16 pompes doseuses, eh ben, il pourra paramétrer 16 sorties en pompe doseuse. La personne qui aura besoin d'avoir 2 régulateurs pH et puis d'avoir 3 gestions de température, je ne sais pas pour quelle raison, mais on peut imaginer, eh ben, elle pourra paramétrer ce qu'elle a besoin exactement sur chacune des sorties. C'est-à-dire, à un moment, tu as envie de regarder le pH dans la décante, le pH dans le bac, la température en bas, la température en haut, tu peux le faire. C'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, la seule limitation, évidemment, ce sera les entrées, puisque on aura deux entrées dédiées à tout ce qui est pH et redox. Donc, on ne pourra pas faire 5 régulateurs pH avec un seul boîtier. À un moment ou l'autre, il fallait aussi être un petit peu limitant sur ces possibilités. Donc, chaque boîtier pourra recevoir 2 entrées pH ou redox, ou pH-pH et redox-redox. Et puis ensuite, il y a 8 entrées digitales ou analogiques qu'on pourra paramétrer au choix ou valider au choix en fonction du type de capteur qu'on branchera dessus. Alors, ça peut être du capteur de niveau flotteur, ça peut être du capteur optique, capteur de température, d'hygrométrie, TDS, pH, conductivité, etc. Le système est fait pour que vous puissiez brancher n'importe quel capteur sur n'importe quel connecteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connecteurs qui sont dédiés à une fonction. Toute la connectique est universelle dans le boîtier. Et il suffira d'indiquer au boîtier, ben là, j'ai branché une sonde de température sur l'entrée numéro 1, pof, et puis ensuite, eh ben, on pourra affecter cette donnée sur la sortie qu'on fait. Jean-Marc, j'ai plusieurs questions. Je te les mets en. Je te fais un lot. Alors, question de Xavier Assema, mon expert. Si le serveur plante, est-ce qu'on a un accès à quelque chose? Deuxième question. Fonction surveillance vidéo possible. Et troisième question, est-ce qu'on peut couper un appareil défaillant à distance? Oui. Alors, première question, si le serveur central plante, on s'en fout comme dans 40. Pourquoi? Puisque l'ensemble des données sont sauvegardées en local dans le boîtier. Le boîtier est fonctionne en totale autonomie. Le serveur central, lui, si vous voulez, reçoit les données avec une certaine fréquence. Et puis, si le serveur central devait planter, eh bien, tout simplement, on n'aurait pas de remontée d'informations pendant un laps de temps X. Et puis, vous vous retrouverez avec un plat dans la courbe si jamais le serveur central était vraiment défaillant sur du long terme. Ce serveur central, de toute façon, ne sera pas hébergé chez nous. On va mettre en place, on a déjà mis d'ailleurs en place un serveur auto-sauvegardé avec des sauvegardes glissantes sur 15 jours. Enfin, c'est une machine de guerre et puis ça, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus économiquement viable d'utiliser des spécialistes de ce genre de prestations de services. Sauf quand leur immeuble brûle.
Ouais, mais même quand il brûle, il y en a encore 7 autres qui sont debout. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, ça c'est la partie serveur. Et dans tous les cas, toute la partie paramétrage est sauvegardée en local et travaille en local. C'est-à-dire que l'ensemble des programmes, de la programmation, etc., la routine tourne en local dans le boîtier du SmartXCon et n'a pas besoin de communication. Il a besoin de la communication simplement pour venir faire une modification de programme ou pour pouvoir récupérer les courbes de données. Deuxième question, la vidéo. C'est une question, enfin, c'était une volonté de ma part initiale de dire on prévoit la possibilité de raccorder une petite webcam ou un truc comme ça sur le SmartXCon, de sorte à pouvoir visualiser ça à distance. Et puis l'ingénieur avec qui j'ai bossé m'a dit écoute Jean-Marc, t'es gentil, mais ce que tu es en train de me demander là, ça va nous bouffer une bande passante phénoménale, ça va nous demander de garder un port ouvert dédié pour cette fonctionnalité vidéo, alors qu'aujourd'hui, une petite webcam Wi-Fi efficace avec la possibilité de la piloter à distance, etc., ça coûte moins de 50 €. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de venir greffer ça sur le boîtier juste pour avoir la même interface de pilotage de la cam. Donc, la réponse là, la vidéo sur le SmartXCon, non. La troisième question, je l'ai oubliée. La troisième question, est-ce qu'on pourra couper à distance un appareil définitif? Oui, là, oui. À distance, vous pouvez faire absolument tout ce que vous avez besoin de faire. À distance, on pourra aussi bien modifier les paramètres. J'ai besoin de doser du cache et je veux passer de 17 ml à 23. Ben, je me connecte à mon SmartXCon à distance depuis mon smartphone, depuis mon PC au bureau, depuis le PC de l'hôtel aux Bahamas. Et je me log à mon SmartXCon et puis je modifie ce que j'ai besoin de modifier. De la même manière, je peux couper à distance. Et là aussi, on a pensé à Aquariophile, puisque couper à distance, c'est bien. Mais quand on coupe à distance, il faut des fois penser à remettre en route à distance. Et donc, on aura la possibilité en natif de passer en mode automatique une fonction, de la passer en mode arrêt, mais il y aura aussi une possibilité d'arrêt temporisé. Donc, on pourra dire, on pourra paramétrer pour chaque sortie, je veux que cette sortie, si j'appuie sur l'arrêt temporisé, la sortie s'arrête pendant 1 heure, 2 heures, 6 heures, 12 heures, peu importe, et qu'au bout de 12 heures ou 6 heures ou 1 heure, ce que j'ai paramétré, elle se remette en route toute seule. Ça évite les catastrophes. Parce que si j'oublie de remettre en route une fonction, ça peut sévèrement porter à préjudice si je ne m'en rends pas compte tout de suite. Ah, c'est sûr. Imaginons pour une raison ou pour une autre, je mets les doigts dans la décante et puis comme je ne suis pas trop sûr de mon chauffage, je coupe le chauffage, je mets les doigts dans la décante et puis ou la personne qui est en train de s'occuper de mon bac met les doigts dans la décante et puis je lui coupe le chauffage parce que je sais que je ne suis pas 100% sûr de mon coup et puis j'oublie de remettre en route le chauffage, personne ne se rendra compte de rien jusqu'au lendemain ou sur le lendemain quand les poissons sont sur le ventre et que l'aquarium tuera la mort. Ouais. Donc, pour ce faire, on aura la possibilité donc de faire un arrêt temporisé par fonction, mais aussi un arrêt temporisé par groupe de fonctions. Plus exactement, pour de la maintenance, par exemple, on aura un simple petit bouton qui permettra de dire hop, je suis en mode maintenance, j'appuie sur le mode maintenance, je sais que ça me coupe automatiquement la pompe de remontée, l'écumeur, l'éclairage, je ne sais pas quoi, pendant le laps de temps que j'aurais décidé. Et puis, au bout de ce laps de temps, pof, tout se remet en route tout seul, comme un vent, et puis ça évite les problèmes aussi de cet ordre. Ça veut dire que, donc, tu en parlais tout à l'heure, donc, en fait, tous les appareils qui sont dans la décante, l'écumeur, machin, on pourra les brancher sur les prises commandées de chez Ikea, c'est ça? C'est ça. D'accord. Autre question. Est-ce qu'on pourra gérer plus... Ouais, bon, enfin, c'est sûr. Est-ce qu'on peut gérer plusieurs aquariums avec un seul boîtier? Oui. Ou est-ce qu'il y a des extensions? Alors, on pourra gérer autant d'aquariums qu'on veut à partir du moment où on a suffisamment de sorties disponibles sur SmartXCon. Voilà. Admettons que j'ai besoin effectivement de 4 sorties par aquarium, j'en ai 16 disponibles, je peux piloter 4 aquariums avec. Mais ça peut aller beaucoup plus loin.
j'ai un aquarium, j'ai besoin de 8 sorties pour mon 10 sorties pour mon aquarium, il me reste 4 ou 5 sorties disponibles. Bah, ces 4 ou 5 sorties-là, je pourrais très bien m'en servir pour gérer le pH et le chlore dans ma piscine l'été. Ah ouais. Pas de problème. Ok. Ou gérer le filtre de mon bassin de jardin où j'ai 3 coïs qui se font manger par les ronds. Pas de souci non plus. D'accord. Autre question. On a tous des vieux smartphones, des vieux machins, des vieilles tablettes, enfin bon, comme on change souvent. Est-ce qu'on peut imaginer se servir d'un vieux smartphone comme tablette pour avoir les paramètres affichés en permanence à côté de l'aquarium, Ah oui, 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 sans problème, moi. en connectant la tablette au Wi-Fi de On l'appareil? connecte la tablette au Wi-Fi du SmartXCon ou tout simplement on se log. On pourra faire en fait du multilog, c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien se loguer avec son PC au bureau et puis se loguer avec cette vieille tablette qu'on a collée contre le meuble de l'aquarium. Pas de souci. Ok. C'est sympa. On a en exclusivité toutes les explications. Dis-moi, Jean-Marc, à ta gauche, derrière toi, c'est quoi? À ma gauche derrière moi, c'est mon futur bac. J'ai décidé de refaire un petit bac pour la présentation du SmartXCon, enfin plus exactement pour le mettre en place. J'ai depuis longtemps un bac de 520 litres que je n'ose même pas montrer tellement il est dans un état proche de l'Ohio. Parce que c'est un bac qui sert à faire beaucoup d'essais et que c'est un bac qui a une maintenance comme on ne devrait pas en avoir. Je dis les choses comme elles sont, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et parce que malheureusement, mon temps est bien compté. Et puis surtout, comme beaucoup d'entre nous, je suis parti vers toujours plus de technologie et toujours plus de choses. Alors bien sûr, je suis à la source, c'est facile. Et puis, j'ai eu beaucoup d'échanges ces derniers mois, enfin ces 2 dernières années, on va dire, avec des aquariophiles de longue date que je connais de longue date et qui m'ont tous dit la même chose. Tu sais, je vais arrêter mon bac de 1000 litres et puis je vais me refaire un petit bac de 200 ou 300 litres que je vais mettre au boulot parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de mon bac de 1000 litres. Ma femme m'engueule à chaque fois que je fais les changements d'eau. Puis de toute façon, je ne les fais pas parce que je n'ai pas le temps. Quand je les fais, je n'ai jamais la quantité d'osmosée nécessaire. Faut que je change les rampes parce que j'ai tout qui a poussé. Et puis, enfin, donc, j'ai beaucoup de gens qui ont fait la démarche suivante, qui sont partis d'un bac de petits bacs, 200, 300 litres, et puis qui sont partis vers un truc plus gros, 500, 600, 800, 1000, des fois beaucoup plus loin encore. Et énormément de ces gens-là reviennent en arrière en disant j'ai pas le temps de m'en occuper, j'arrête. Je sais pas que je jette l'éponge, mais je suis honnête et puis je dis j'ai pas le temps de m'en occuper correctement, je l'arrête. Mais ça me fait chier parce que j'aimerais quand même garder un petit bac, un petit truc sympa, un petit truc efficace, voilà. Alors il y en a plein des bacs sur le marché, hein, c'est clair. Mais je me suis souvenu et j'ai jamais oublié l'un des premiers bacs que j'ai eu, qui était un bac de 240 litres. Et j'ai jamais eu un bac aussi magnifique que ce bac-là, il y a une quinzaine d'années à peu près. Et dans ce bac, il y avait un écumeur interne, il y avait un petit réacteur à hydroxyde, on supplémentait de l'iode et du strontium, et puis ça s'arrêtait là. On avait un HQI de 150 watts dessus, et on avait des coraux qui étaient magnifiques. On avait un bac qui respirait la santé. On n'entendait jamais parler de cyano ou très peu. On mettait de temps en temps par des vallonias et puis on les gérait. Et puis on avait des bacs qui étaient super, qui poussaient comme des fous, enfin des coraux qui poussaient comme des fous. Et puis j'ai dit, je vais refaire ce petit bac pour présenter, faire des petites vidéos d'explication, etc. du SmartXCon parce qu'il faut quand même qu'ils soient en situation. Donc je vais me refaire un petit bac et puis je vais me refaire un petit bac low-tech. Alors low-tech, c'est Claude qui en a parlé un petit peu récemment là, du low-tech. Moi, le low-tech, c'était l'idée de revenir sur cette. C'est dans Zebra au Mag, le dernier Zebra, il y a tout un papier sur les low-tech. Ouais. Moi, l'idée, c'était de revenir sur un bac comme j'avais il y a 15 ans, à savoir pas de décompte, un écumeur interne, un éclairage qui tient la route, pas de réacteur hydroxyde, mais du balling, parce qu'aujourd'hui, le balling, ça marche quand même bien. On pourra évoquer un petit peu balling tout à l'heure. Et puis, cet été, au bord de la plage, sur le sable,
J'ai décidé ça avec ma petite famille. J'ai dit, tiens, je veux refaire mon bac. Puis, voilà, tu as dessiné un petit peu sur le sable. Et puis, en rentrant, je suis allé voir la petite PME qui usine les têtes de pompe. Où est-ce qu'elles sont là. Petite PME qui usine les têtes de pompe actuelles du digidoseur, là, et qui est très, très bien équipée. Et puis, je lui dis, écoute, est-ce que ta découpe laser, tu pourrais me découper un bout de tôle et puis me le plier correctement. Et puis, il est équipé avec un four époxy à chaud. J'aimerais me refaire un petit bac, un petit aquarium. J'aimerais que tu me fasses le meuble en tôle. Alors, il s'est foutu de ma gueule, mais il me connaît bien. Hein. Et puis, il m'a dit, envoie-moi ce que tu veux. Tu me fais un DXF de ce que tu veux. Et puis, tu me l'envoies. Et donc, de là est né, en fait, ce bac qui est à ma gauche. Ce bac, en fait, c'est une tôle de 4 mm là en bas, découpée au laser, pliée ensuite de façon automatisée. Et puis, j'ai rajouté un petit peu d'éclairage Neo3+ pour faire sympa, mais on peut imaginer n'importe quel logo ou pas de logo du tout d'ailleurs. Et puis, j'ai voulu essayer de créer ou de donner un petit aspect léger à tout ça, parce que je me posais la question comment faire un meuble. Et puis, bien sûr, on est tous les premiers à partir sur un châssis en alu, en ferraille ou en tôle, et puis après on habille tout ça. Et moi, je ne voulais pas ça, donc j'ai dit je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus léger. Et donc j'ai plié ma tôle, enfin j'ai fait plier ma tôle. J'ai donné un design de telle sorte que cette tôle soit capable de reprendre la charge. Bon, c'est quand même 4 mm, hein, c'est pas tout à fait rien. Et puis j'y ai mis un certain nombre de plateaux en multiplex de hêtre. Là, on a un multiplex de hêtre en 30 mm, et puis ça va être du 20 ou 22, les deux plateaux bas. Et là-dessus, j'ai posé une cuve 75 par 75 par 55 de haut, rimless, donc pas de rebord, rien. Et puis, j'ai accroché à ça une rampe, une Straton, une API Straton. Le bac va recevoir un petit écumeur de chez Thun, là derrière, hein, 3412, 9412, je ne sais plus la référence. Le filtre rapide, ce n'est pas sûr qu'il va y rester ou qu'il va y être, mais en tout cas, je vais prévoir la place pour. Et puis, il va y avoir là en bas un oscillateur au fond, peut-être un oscillateur en partie haute, mais ce n'est pas sûr. Là derrière, une cage avec le chauffage et puis le capteur de niveau. Et puis, c'est tout. Non, j'ai oublié trois pompes doseuses avec baling qu'on mettra dans le meuble, mais pas de décante, rien de tout ça. L'éclairage, j'ai designé en fait le fond du meuble, j'en parlerai un peu plus avant, mais j'ai designé le fond du meuble pour que l'éclairage puisse se régler facilement en hauteur. En hauteur, oui. Et puis j'ai fait ce bac, j'ai fait faire ce bac. Et quand il est venu à la maison, j'ai assez régulièrement des gens qui passent chez moi pour différentes raisons. Et puis ben voilà, j'ai dit tiens, voilà, regarde le bac que je suis en train de me faire. Je pense que sur 20 personnes, il y en a la moitié qui m'ont dit je veux le même. Et c'est pas impossible que je propose ce bac. Ah oui. Alors, il n'y aura, enfin si je le propose, hein, c'est pas fait, hein, mais si je le propose, il n'y aura pas 36 solutions. L'idée, c'est pas du tout de créer une gamme à la Red Sea ou à la je sais pas quoi, hein, je n'ai pas du tout cette prétention-là. L'idée, c'est de proposer un petit bac efficace, simple et pérenne dans le temps. C'est exactement ça, les adjectifs que je veux mettre derrière ce bac-là. C'est un bac qu'on pourra poser dans la salle d'attente, pour le milieu médical, dans le bureau à côté de la secrétaire ou dans le salon sans bouffer la moitié de la pièce. C'est dans cet esprit-là en fait que les gens m'ont dit bah ouais ton truc qui me plaît. Et voilà. Peut-être que je proposerai ce bac sous cette forme-là. Alors, peut-être qu'on pourra choisir la couleur et peut-être qu'on pourra choisir le design de la découpe laser. Ça, c'est tout à fait envisageable. Si tu as fait attention, bah, il y a le même en gris foncé ici parce que je ne savais pas chez moi si je voulais le mettre en blanc ou en gris, donc j'en ai fait faire deux.
Je pense qu'il y a une demande, ou en tout cas, il y a un petit bout de marché pour ça. Mais l'idée, ce n'est pas de prendre de la part de marché, l'idée, c'est juste de dire, ceux qui veulent un petit bac, comme les bacs qu'on avait il y a quelques années et qui fonctionnaient bien, j'ai proposé un truc qui est a priori pas trop vilain et puis qui sera simple à mettre en œuvre. Et puis surtout, j'avais envie d'essayer autre chose avec ce bac, à savoir de partir sur de la pierre morte, enfin plus exactement sur de la pierre de synthèse. Et ça, c'est une autre aventure. La pierre de synthèse en Europe, alors il y en a 36 000 des pierres en céramique, il y a 36 000 fabricants. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est la question que je me suis posée, c'est comment on met en route ce genre de bac. J'ai beaucoup de questions sur les roulettes. Elles sont suffisamment costauds pour maintenir le bac, les roulettes? Non, il n'y a pas de roulettes. Les roulettes, elles sont exclusivement là. Elles ont été exclusivement mises sur le meuble juste pour pouvoir faire tourner, pivoter le meuble et faire des photos à 360 degrés. D'accord. Le meuble ne sera pas équipé de roulettes. Parce que de toute façon, elles ne tiennent déjà pas le choc avec le bac à vide, que les choses soient claires. Mais leur raison d'être, c'était juste ça, c'était de faire tourner le bac sur lui-même, de sorte à pouvoir faire une petite vidéo 360 du bac. Donc, pour en revenir effectivement à l'enrochement, je voulais partir sur de la pierre morte de synthèse. Et puis, je me suis posé la question comment je lance ça. Je suis allé voir un peu sur les forums, sans faire de bruit, et puis en lisant un peu ce que j'y trouvais. Et ce que j'y trouvais m'a laissé assez dubitatif. Et puis, je me suis dit, je ne comprends pas, aux États-Unis, 7 bacs sur 10 démarrent sans pierre vivante et démarrent avec ce type de roche et se portent extrêmement bien. Et en Europe, j'ai l'impression qu'on a un petit peu du mal à y aller. Et puis, j'ai donc essayé de creuser un petit peu et j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain Tim Bovanec, Dr Tim, pour ceux qui connaissent. Ouais. J'ai passé 4 heures au téléphone avec lui. Et je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais démarrer un bac comme ça. Et j'ai l'impression que en Europe, parce que les Américains mettent toujours en balance l'Europe et les États-Unis, en Europe, on a du mal à faire. Et puis, on a échangé pendant 4 heures de temps autour de ce sujet-là. Et puis, il m'a expliqué un peu sa vision des choses et comment il démarrait ce type de bac. Et puis, tu sais, aujourd'hui, Aquarium System vend une partie de mes produits, ce que j'avais évidemment remarqué. Mais dans le protocole qu'il évoquait, il en manque un certain nombre de produits pour que ça se passe correctement, enfin en tout cas pour que ça se passe de la manière dont il avait, lui, développé le protocole. Et j'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, de rencontrer le commercial Grand Est d'Aquarium System. Et puis j'ai discuté un petit peu avec lui, je lui ai expliqué le truc, et puis il me dit ouais, vous avez raison, il y a un produit qu'on n'a pas osé mettre sur le marché en France, parce qu'il ne distribue que pour la France pour l'instant, parce qu'on a peur que s'il est mal utilisé, on ait des loups bactériens et que ça ne se passe pas bien et que les gens gueulent et ne soient pas contents. J'ai halluciné. J'ai halluciné d'entendre qu'on a quelqu'un qui est un passionné, un biologiste fou, au Vanec, qui développe un protocole, d'avoir en face un marque de produit, un fabricant, peu importe, qui décide de distribuer ses produits et qui en enlève un de la gamme qui nécessite en gros 3 voire 4 produits. On ne parle pas non plus d'un truc de fou et c'est des produits qui coûtent moins de 15 €. Donc on n'est pas en train de parler de gros sous là. Et qui ne proposent pas l'un des produits parce qu'ils ont peur que les gens ne respectent pas le dosage et que si on ne respecte pas le dosage, on risque de ne pas lancer le protocole comme il devrait être lancé. Donc ce bac, je vais le mettre en route avec des roches de synthèse et je vais suivre de façon extrêmement scrupuleuse et documentée le protocole de Tim au Vanec et je vais voir ce que ça donne. Et en fonction de ça, je publierai certainement quelque chose autour de ce protocole pour que, comme en 2007, les gens puissent
profiter juste de mon expérience sur ce point particulier avec. Et avec où est-ce qu'on voilà. pourra le suivre, le démarrage de ton bac? Sur le Je ne blog? suivrai rien dans la mesure où le démarrage du bac, moi, je le ferai dans mon coin. Parce que je pense que si je commence à communiquer autour du démarrage du bac et que je vous fais suivre étape par étape le bac, je vais me retrouver avec une foultitude de questions et d'interrogations. Et ça, on est où? Ça fait quoi? Ouais. Et tous les jours, encore plus de mails à répondre. Donc, Bah je écoute, vais tu pourras démarrer. donner des nouvelles sur le récif. Tu mettras une petite Ouais, je photo ferai. tu mettras une petite photo de Je le temps en ferai, c'est temps. pas un souci. Mais en tout cas, je ferai de façon volontaire, je ne ferai pas de suivi au jour le jour de l'évolution du bac. En tout cas, je le ferai moi et je le mettrai à disposition ou en ligne une fois que le bac sera mis en place. Il y a ma fille qui me montre, vous ne le voyez pas, Instagram. Ouais, Ah oui. pourquoi pas. Et voilà. Concernant les roches, j'ai fait le choix de partir avec un fabricant de roches néerlandais parce que je trouvais que le design des roches était plaisant et était assez proche et assez naturel. On verra ce que ça donne. Ouais. Donc voilà ce que c'est que ce bac à ma gauche. Euh, Bah écoute, c'est une belle. Et pourquoi tu as choisi une Straton? j'ai choisi une Straton parce que d'abord esthétiquement je la trouve l'une des plus abouties. J'ai eu la chance de voir le développement de la Straton, parce que je suis un partenaire privilégié, ou en tout cas, j'ai été un partenaire privilégié d'ATI pendant longtemps. Et puis j'ai donc eu la chance de voir de très très près le développement de cette rampe. Et puis j'ai eu l'occasion de mettre le nez dedans pour aller voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Et je dois dire que c'est une rampe qui me plaît beaucoup parce qu'elle est bien pensée, elle est avec un refroidissement passif. Ça, c'est quand même un énorme plus. Il n'y a pas de ventilateur de refroidissement, il n'y a rien du tout, c'est du passif. Passif, ça veut dire pas de bruit, mais ça veut dire non plus pas de problématique de poussière qui vient colmater avec le temps les ventilateurs que personne n'aspire jamais et que ça part en sous-chauffe au bout de quelques temps. Donc le design, le refroidissement passif et la distribution lumineuse, puisqu'on se retrouve quand même avec une surface d'éclairage qui est extrêmement grande. Hein. La rampe, elle doit faire de tête 40 cm, pas loin de 40 cm, carré de 40 cm. Et voilà, c'est ça qui m'a fait partir effectivement sur cette rampe. Alors, ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière le meuble, hein, la potence en bois, elle est réglable en hauteur. En fait, il y a des petits crochets à l'intérieur enfin, des petits crochets, il y a des petits usinages en fait dans la tôle qui permettent de régler de façon sympathique et simple la hauteur. J'ai pensé aussi un peu à la maintenance parce que je sais très bien que aller mettre les mains dans le bac et avoir la rampe au-dessus, c'est toujours chiant. Donc, je ne sais pas si je vais. Ouais, voilà. Donc, la rampe, on va pouvoir la mettre juste comme ça. Tac. Voilà. Position de maintenance, ça permet de mettre les mains dans le bac sans qu'on soit trop emmerdé. Vous avez vu que je n'ai pas eu besoin d'outils pour ça. Hein. Ah oui, d'accord, elle est clippée simplement. Ouais. Elle rentre en fait juste dans un logement là. Tac. Voilà. Ah, c'est bien vu ça. Et, initialement, en fait, j'avais fait. Je sors du champ. Initialement, j'avais fait une potence en fait. Une potence métallique. Donc là, on voit un petit peu le principe là, des crochets qui sont derrière. Et puis la partie haute qui permet l'accroche de la rampe à l'horizontale ou à la verticale. Et puis cette potence, elle ne me plaisait pas trop. Et du coup, j'ai décidé de rester sur une logique plutôt bois. C'est plus joli en bois, ouais. Bon, bah écoute, hein, tout ça, c'est des beaux projets. Donc pour l'avenir, en 2022, c'est le lancement du boîtier.
Le développement du boîtier. 2022, c'est le lancement du boîtier, ça c'est sûr. Le Smart Xcon qui viendra sur le marché, ça c'est sûr. J'arrive pas à me foutre son nom dans la tête. C'est Smart Xcon. Smart Xcom, d'accord. Regarde, c'est marqué en grand sur le boîtier. D'accord, là, ce que j'ai Smart compris. X pour multi et Con pour contrôleur. D'accord. Il est beau en plus. Merci. Donc, lancement du boîtier, surtout si j'ai bien compris tout à l'heure, le travail sur le soft, hein, qui est le. Voilà. Quoi d'autre au programme? Le bac? Alors, comme dit, le bac viendra ou pas. C'est pas encore 100% sûr qu'on le fasse, enfin en tout cas qu'on le commercialise tout de suite. Mais on va dire qu'il y a 70% de chances que ça finisse par être commercialisé courant 2022. Et donc le bac il y aura peut-être deux tailles. avec l'équipement qui est dessus, là. La Straton, Ouais, l'Equinox alors Tools. l'idée, c'est, si je le commercialise, l'idée, c'est le meuble, la cuve, on va dire, on meuble et cuve et chacun l'équipe comme il a envie, ou meuble, cuve, équipement, ou meuble, cuve, équipement, éclairage. D'accord. Et chacun pourra choisir ça. Possibilité peut-être de personnaliser les couleurs là, de la partie basse. Éventuellement, possibilité de personnaliser la découpe. La découpe, parce que tout le monde n'a pas envie d'avoir des O3+ dans le salon. Hein. Non, il faudra mettre le récif. Il n'y a pas de souci, je t'envoie un devis. Non, la personnalisation ne coûtera rien. Si on fait une personnalisation, ça ne coûtera rien parce que la seule difficulté, finalement, bah, ce sera le quart d'heure à perdre pour designer le fichier DXF qui partira dans la découpe laser. Donc voilà, il n'y a pas de raison de faire un surcoût pour ça. Peut-être qu'il existera une version shallow, parce que c'est une réflexion qui m'a été faite. Ouais, ce serait pas mal. Ça serait bien de faire une version shallow qui s'arrête à je ne sais pas combien, 35, 40 cm au lieu de 55. Et puis il y en a un autre qui m'a dit ça serait bien de faire une version cubique, 75, il fait 75 par 75 de bac, 55 là, dans ce format-là, et de faire une version 75. Alors je ne suis pas du tout sûr que la version 75, on y aille, parce que déjà là, 75, qu'il faut aller dans l'angle, c'est pas top. Mais peut-être la version shallow, c'est pas déconnant. Ouais. Bon, on a eu la chance, donc déjà, je voudrais te remercier, parce que c'est une exclue pour mon groupe, d'avoir eu la présentation du Smart X Con. Ça y est, j'y ai réussi. C'est ça. Je pense qu'on sera amené à se retrouver dans le premier trimestre 2022, hein, quand tout sera au point et qu'il lancera la commercialisation. Ça fait 1h30 qu'on cause. Enfin, que tu parles, parce que moi, j'ai pas dit grand-chose, en fait. Hein. Ouais, mais je suis assez volubile. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Hein. Je te souhaite toute la réussite du monde. Je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie. Et on se recapte courant 2022 pour parler du boîtier une fois commercialisé. Okay. Pas de souci. De toute façon, il y a encore d'autres petites choses qui sont. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu veux qu'on continue? Oh non, moi, comme dit, moi j'ai du temps. Ouais, mais moi, je vais te confier un secret. Mon chien me regarde depuis 10 minutes en me disant il faut que je sorte. Donc, je vais descendre mon kleps. C'est ta pluie ou lui, c'est ça ce que tu dis. Hein, on peut refaire quand tu veux un entretien. Sans problème. Je te remercie beaucoup. Problème. Bonne soirée. À bientôt. Merci à toi. Ciao. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Et merci encore pour la résine, pour le concours. Pas de souci. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao à tous.